Aujourd'hui, je vais vous parler, commencer par vous parler de transition de phase pour des processus dirigés. Alors, je n'aime pas trop le mot processus dirigé, mais euh, je ne sais pas comment traduire ça de l'anglais. Et en anglais, c'est driven system. Alors, de quoi s'agit-il? En fait, on a vu cet exemple de l'exclusion asymétrique déjà, et en fait, on pourrait imaginer des systèmes avec des particules qui interagissent d'une façon plus compliquée. Donc, il pourrait y avoir des interactions entre proches, seconds voisins, par exemple, mais qui sont soumises à un champ qui a tendance à les pousser dans une certaine direction. Donc, je vous rappelle, le TACEP, c'est un modèle très simple. C'est le cas où la seule interaction entre les particules, c'est que plusieurs particules ne puissent pas occuper le même site. Et donc, c'est un cas où les particules, certains sites sont occupés, d'autres sites sont vides, et les particules qui le peuvent essayent d'avancer. Donc, ce qui veut dire que c'est un processus stochastique. Donc, les particules ont une probabilité d'été d'avancer pour toutes celles qui peuvent le faire, et dt est censé être tout petit, infinitésimal. Donc essentiellement, la dynamique, c'est le système, rien ne bouge, et puis de temps en temps, une particule avance, et puis à un autre moment, une autre particule avance, chaque fois que la case vide est accessible, qu'il y a une case vide qui est accessible. Alors, ce que l'on avait vu, je vous le rappelle, c'est que pour un modèle aussi simple que ça, on peut observer des ondes de choc. Donc, si vous partez initialement avec un profil de densité, donc ici c'est x, ici c'est la densité de particules, et si à l'instant 0 vous partez avec un profil de densité qui a cette forme, peu importe précisément ce qui se passe entre les deux régions uniformes, eh bien, au bout d'un certain temps, on va voir apparaître un choc. Au bout d'un temps fini, on voit apparaître une onde de choc. On avait vu ça avec la méthode des caractéristiques. Si on essaye de décrire ce système, on écrit une équation de type Burgers. Donc je l'écris ici, dρ sur dt égale moins dj de ρ de i, enfin ρ dépend de x et de t, c'est la densité, égale moins d de j de ρ de x et de t sur dx. Donc ça, c'est purement une loi de conservation. Dans le cas du TACEP, le j de ρ, il vaut ρ à moins ρ. Mais autrement, on peut considérer des cas plus généraux. Et on a vu qu'une équation de ce type peut s'intégrer par une méthode qui s'appelle la méthode des caractéristiques. Donc, je ne reviens pas là-dessus. Et que si on prend une condition initiale du type de celle que j'ai dessinée ici, eh bien, il va se produire un choc. Et à partir du moment où se produit un choc, ça n'a plus de sens de parler de ces dérivés. Donc, a priori, l'équation n'a plus de sens. Mais si on rajoute un petit terme de viscosité, alors ça aussi, on l'avait vu, que si on rajoute un petit terme de viscosité, bon, ça rajoute une dérivée supérieure qui tend à, comme on dit, arrondir les angles. Donc, en fait, il va se produire qu'au lieu d'avoir un choc qui a une discontinuité, on va avoir quelque chose qui varie de manière très rapide, d'autant plus rapide que ce nu sera petit. On avait même écrit précisément la forme des chocs la dernière fois. Et ce choc avance à une certaine vitesse qui est, bon, dans le cas du TACEP, c'est 1 moins ρ plus moins ρ moins, et il y a une formule du même genre quand on a une densité quelconque. Et cette vitesse de cette onde de choc, eh bien, on peut la comprendre en faisant un bilan du nombre de particules. Là encore, c'est un rappel de ce qui se passait la dernière fois. D'ailleurs, s'il y a un choc quelque part, on prend une très grande région qui contient le choc, on regarde le nombre de particules qui rentrent à droite et qui sortent à gauche, ou qui rentrent à gauche et qui sortent à droite, et on va considérer que ça, c'est responsable
du déplacement du choc. Donc, alors peut-être dans mes notes ici, j'ai écrit la formule pour la vitesse des chocs dans le cas général. Bon, je ne la trouve pas à l'instant. Alors, maintenant, ce que je voudrais... il y a un autre cas, bien sûr, évident, c'est de se dire qu'est-ce qui se passe si, au lieu de prendre une condition initiale de ce type, je prends une condition initiale qui a cette forme-là. C'est-à-dire, à gauche, il y a une densité forte, ρ-, à droite, il y a une densité plus faible, et je laisse évoluer. Alors, en fait, la méthode des caractéristiques permet de calculer ça tout le temps. Par la méthode des caractéristiques, si nu vaut 0, si nu est non nul, la dernière fois, on avait vu qu'on peut faire une transformation de Kohl-Hopf et ramener ça à un problème de diffusion. Donc, dans tous les cas, on peut dire ce qui va se passer. Et ce qui va se passer, c'est relativement simple. C'est que chacun de ces points, ici, va avancer avec une vitesse qui est 1 moins 2 ρ-, et ce point-là va avancer avec une vitesse qui est 1 moins 2 ρ+. C'est exactement ce que nous dit la méthode des caractéristiques. Et donc, si ρ+ est plus petit que ρ-, eh bien, le point, disons, si je les appelle comme ça, AB, le point B va avancer plus vite que le point A, puisque ça, c'est la vitesse de ce point qui est là, c'est encore une fois par la méthode des caractéristiques. Et donc, il va se passer que la pente va se mettre à diminuer, et les gens disent que c'est un effet d'éventail, enfin, c'est quelque chose qui ressemble à un éventail qui s'ouvre, c'est-à-dire on va avoir une pente de plus en plus faible ici. Alors en fait, tout ça, les deux cas peuvent se résumer de manière très simple. Si vous vous donnez une condition initiale ρ de x est de 0 qui est linéaire, juste ici j'ai pris quelque chose de linéaire pour interpoler, eh bien, donc si je prends quelque chose qui ressemble à, qui est de la forme ax plus b, que je mets ça dans l'équation avec nu égale 0, donc si je prends ça dans l'équation de Burgers, eh bien, la solution à tout temps, facile à écrire, c'est a moins bt plus bx sur 1 moins 2bt. Donc on prend ça, on rentre dans l'équation, et voilà la solution. Alors, en fait, on voit bien que ça regroupe les deux cas. Le cas où il y a un choc, eh bien, on voit que si B est positif, si la pente est positive, au bout d'un temps fini, on va avoir une dérivée ici qui va devenir infiniment grande. Donc c'est le moment où se produit le choc. Et encore une fois, si on rajoute la viscosité, ce choc va continuer à exister et se déplacer à une vitesse que j'ai écrite. Et puis, dans le cas où B est négatif, qui est le cas où la pente, où la densité initiale décroît, eh bien, il n'y a aucune singularité. On peut aller à t aussi grand qu'on veut. Et en particulier, on trouve que ρ de x et de t tend vers 1,5. C'est-à-dire, la densité a tendance à se mettre à la densité 1,5, mais à une certaine condition pour que on observe à l'origine ou en un point x la densité 1,5, il faut que le point B parte vers la droite et il faut que le point A parte vers la gauche. Parce que là, j'ai résolu la région linéaire, mais bon, cette région linéaire, elle est valable simplement dans un certain domaine qui est compris entre l'évolution de ce point A et ce point B. Et comme ces points se déplacent, donc pour que ceci se produise, il faut que 1 moins 2 ρ+ soit positif et que 1 moins 2 ρ- soit négatif. Et ça va assurer que le point A va vers la gauche et le point B va vers la droite. Donc, tout ça pour dire que sur la ligne infinie, on comprend assez bien ce qui se passe, et maintenant, on va utiliser ces idées pour comprendre ce qui se passe pour un système fini. Donc, le type de système auquel je veux penser, c'est j'ai une certaine densité ρA de particules dans un réservoir ici, j'ai une certaine densité ρB de particules à droite,
j'ai mon système avec mes particules qui se déplacent. C'est un système qui est dirigé ou driven en anglais. Ça veut dire que les particules elles vont dans un sens particulier. Et je voudrais savoir, si j'attends très longtemps, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, ça va être donné par un diagramme de phase. Et donc, je vais essayer de discuter ce diagramme de phase. Alors l'idée, pour comprendre le diagramme de phase, est assez simple. C'est que je vais considérer une condition initiale avec, donc mettons qu'il y ait ρA et ρB, deux densités dans les réservoirs. Une condition initiale qui va être essentiellement ρA, ρB, et ça c'est la fin de mon système. Donc mon système, disons, il est de longueur L, et je vais commencer avec quelque chose qui, près des réservoirs, finalement, serait tout à fait en accord avec la densité imposée par le réservoir, et je laisse évoluer. Et alors, ce qui va se passer, eh bien, il suffit d'appliquer ce qu'on a vu précédemment. Si on part dans un cas comme ça, on a vu que la vitesse du choc, elle va être 1 moins ρA moins ρB, ce qui veut dire que si 1 moins ρA moins ρB est positif, le choc va vers la droite. Donc, ce que je vais observer dans mon système, c'est la densité ρA. Et puis, si la vitesse est négative, le choc part vers la gauche, et je vais observer dans mon système la densité ρB. Donc, je vais essayer de dessiner ce diagramme de phase, ρA, ρB. Donc là, je me suis placé dans une situation où ρB est plus grand que ρA. La densité à droite est plus grande qu'à gauche pour les deux réservoirs. Donc, ça me permet juste de discuter ce qui se passe au-dessus de cette première bissectrice. Et ce que je trouve, ce que je viens juste de dire, c'est qu'il y a une ligne ici. Cette ligne, je la dessine en épais, parce que ça va être une transition du premier ordre. Et cette ligne, dans le cas présent, son équation, c'est ρA plus ρB égale 1, qui est justement la ligne où le choc aurait sa vitesse nulle. Et dans un cas, alors je regarde mes notes pour ne pas me tromper, dans un cas, on va avoir la densité ρB, et dans l'autre cas, ça va être la densité ρA. Donc si je laisse mon système évoluer, voilà les densités que je vais trouver. Et quand je quand je traverse cette ligne, c'est une transition de premier ordre. La densité va sauter de ρA à ρB, et ρB, le long de cette ligne, c'est 1 moins ρA. Donc ça va sauter de ρA à 1 moins ρA. On peut reprendre le même type de raisonnement dans le cas où, donc là, je vais utiliser maintenant ce que j'ai dit tout à l'heure sur le cas de l'éventail. Donc, si je prends maintenant un ρA et un ρB qui sont comme ça, c'est-à-dire qu'à droite, la densité est faible, à gauche, la densité est forte, bon, encore une fois, la vitesse des deux points, ici, c'est 1 moins 2 ρA, 1 moins 2 ρB. Donc, si 1 moins 2 ρA est positif, tout le monde va partir vers la droite. Donc, si ρA est plus petit que 1,5 dans l'échelle qui est là, eh bien, tout va partir vers la droite, et donc je vais observer la densité ρA. Donc, ici, ça va être toujours ρA. Si ρB est plus grand que 1,5, eh bien, donc là, ça, c'est ce que j'ai écrit, c'est la vitesse de ces points. Donc, si ρB est plus grand que 1,5, eh bien, toute cette partie va partir vers la gauche. Je vais observer la densité ρB. Et puis, c'est le cas dont j'ai parlé il y a une minute. Si je suis dans le cas où le point B part vers la droite et le point A part vers la gauche, je vais observer la densité 1,5. Donc ça, c'est les trois phases qu'on observe pour le problème d'exclusion symétrique dans le plan entre la densité à gauche et la densité à droite. Et donc, il y a trois phases qu'on appelle d'habitude, celle-là, la phase de courant maximum. Alors pourquoi ? Eh bien,
J de ρ, c'est ρ à moins ρ. Et la densité pour laquelle le flux de particules est maximum, c'est justement 1,5. Donc là, dans cette région, le système essaye de faire passer le maximum de flux. Alors intuitivement, ça se comprend très bien. ρA, si vous pensez en termes de trafic routier, ρA, c'est la densité de voitures qui essayent de rentrer dans le système, et ρB, c'est ce qu'il y a au bout de la route. Donc, quand je suis dans cette région-là, eh bien, il y a beaucoup de particules qui essayent de rentrer, c'est très facile de sortir, et donc la densité qui s'établit, elle est fixée par ce que la route peut supporter comme trafic. C'est le trafic maximum. La phase qui est ici, où ρB est la phase qui est ici, c'est une phase de haute densité. Donc, ce qui veut dire que, encore une fois, je vous rappelle, ρA, c'est la densité à l'entrée, ρB, c'est la densité à la sortie. Donc, s'il y a une grande densité à la sortie, eh bien, on s'attend à ce que ça va embouteiller tout le monde et donc ça va forcer à une espèce de grande densité à l'intérieur de mon système. De la même façon, si la densité à la sortie est faible et que ça rentre pas trop vite, eh bien, ça veut dire que c'est un trafic d'une certaine manière qui est très fluide. Donc, dans cette région, on est dans une région de basse densité où essentiellement la densité à l'intérieur de ma route est contrôlée par ce qui rentre. Donc vous imaginez qu'il y a deux feux, un feu de sortie, un feu de rentrée. Si c'est difficile de sortir, bon, bah, vous avez une grande densité. Si au contraire c'est facile de sortir et difficile de rentrer, eh bien vous avez un trafic fluide. Bon, c'est juste une image. Alors, tout ce que je viens de dire, en fait, ça se généralise. Donc, ça se généralise à un J de ρ quelconque. En fait, il n'y a pas besoin de travailler avec l'exclusion asymétrique. Je prends un J de ρ. Donc, J de ρ, c'est le flux en fonction de la densité. Bon, s'il avait une forme comme ça, pas du tout parabolique, bon, il y aurait une valeur ρ critique ici, où ρ maximum, où le courant est maximum, et essentiellement, tout ce qui est là se généraliserait. Peut-être que la forme de la courbe ici ne serait pas une droite, mais il y aurait une transition du premier ordre ici et des transitions du second ordre qui vont se trouver entre la phase de haute densité et la phase de courant maximum. Parce que vous voyez que le moment où ça s'arrête, c'était quand ρB valait 1,5. Donc il y a une phase, quand je traverse ces lignes, la densité est continue. Quand je traverse la ligne du premier ordre, la densité est discontinue. Alors ça se généralise à un J de ρ quelconque, en fait, quand je prends avec un seul maximum. Alors dans la littérature, on peut trouver des cas où on prend des J de ρ, enfin on peut mettre des interactions pas très compliquées entre les particules pour lesquelles le J de ρ aurait plusieurs extrémas. Alors ça rend le diagramme de phase que j'ai écrit ici plus compliqué. Il commence à y avoir des phases beaucoup plus nombreuses. Dans les notes, je donnerai une référence où on peut trouver toutes les discussions. Mais en gros, c'est exactement le même genre de raisonnement. C'est-à-dire qu'on va préparer le système dans certaines conditions, comme je l'avais fait ici. On prépare dans certaines conditions et puis on analyse dans quelle direction vont les chocs qui peuvent se produire. Dans des cas où le J de ρ peut avoir des maxima, il pourrait y avoir des chocs qui vont dans l'autre sens. Enfin, on peut imaginer des choses relativement compliquées. Donc tout ça se généralise, mais la chose qui est surprenante en fait pour le physicien standard, c'est qu'en fait, ce que je vous dis, c'est qu'il y a des transitions de phase à une dimension. Donc ici, on a un système unidimensionnel, et donc ce qu'on voit, c'est qu'on a des transitions de phase
à 1D pour un système qui a des interactions à courte portée. Et quand on fait ces études, on apprend et on réapprend qu'à l'équilibre, pour un système qui est à l'équilibre, pas de transition de phase. Ce n'est pas possible d'avoir une transition de phase pour un système à l'équilibre à une dimension. De la même façon, ce n'est pas possible, enfin, ce n'est pas exactement de la même façon, mais une chose aussi surprenante, ce n'est pas possible d'avoir un solide à 2 dimensions. Les fluctuations vont casser le solide à 2 dimensions. Il faut atteindre la dimension 3 pour avoir un solide. Bien, de la même façon, les fluctuations vont tuer toute transition de phase à une dimension. Alors, la raison, elle est très simple. C'est on appelle ça un argument de Landau. Mais en fait, ça peut être entièrement rigoureux. Donc, probablement que pour Landau, c'était tout à fait rigoureux. Mais je vous soumets cet argument. Imaginons qu'on ait une transition de phase. Donc, quand on a une transition de phase, ça veut dire que c'est comme quand vous avez un liquide et un gaz. Bon, ben, il va y avoir des régions où vous allez avoir une coexistence entre un liquide et un gaz. Donc, imaginez que vous soyez pour un système, que vous ayez un système à l'équilibre et que d'une certaine manière, vous arrangez pour qu'il y ait 2 régions, une région de densité ρA et une autre région de densité ρB en fonction de la position. Donc ça serait, ici, ça serait le liquide et là, ça serait le gaz. Bon, c'est exactement ce qui se passe quand vous mettez un liquide dans un récipient, et puis que vous changez la température, à certains moments, vous allez avoir une région liquide et une région gazeuse. Bon, elle sera en bas à cause de la gravité, mais s'il n'y avait pas de gravité, vous auriez une goutte ou une bulle ou quelque chose comme ça, il y aurait coexistence entre les 2 phases. Alors, l'argument de Landau, il est très simple, il est de dire si on a une dimension, il va y avoir une certaine énergie, un certain coût d'énergie à avoir cette frontière. Ça va être une énergie qui est finie si les interactions sont de courte portée. Donc il y a une énergie finie pour cette frontière, mais si mon système est très grand, cette frontière, on peut la mettre n'importe où. Et si on peut la mettre n'importe où, il va y avoir une entropie qui va être juste le log du nombre de positions possibles. Donc il va y avoir une entropie qui va être log, typiquement le log de la taille du système. Ce qui fait que si j'ai une frontière comme ça, son coût en énergie est fini, son entropie est infinie, donc ça va être très favorable de créer une telle frontière. Ou, si vous voulez, par exemple, imaginons que je mette plusieurs frontières, vous pouvez, par ce genre d'argument, vous convaincre que la situation où il n'y aurait qu'une seule frontière est moins favorable que la situation où il y aurait plusieurs frontières, parce que chaque fois que je rajoute une frontière, ça me coûte une certaine énergie finie, mais comme cette nouvelle frontière, je peux la mettre un peu n'importe où, j'ai un effet d'entropie qui va me permettre de comprendre qu'on a intérêt à engendrer de plus en plus de frontières, donc ça va casser l'ordre. Bon, c'est un argument de Landau qui explique pourquoi il n'y a pas de transition de phase à une dimension à l'équilibre. Donc ici, il y en a, et le fait qu'il y en a, c'est vraiment une signature d'un système hors d'équilibre. Il a des transitions de phase à une dimension, et maintenant, dans la vie courante, on les voit, on prend sa voiture et on va se trouver des embouteillages. C'est exactement une transition de phase à une dimension qu'on observe. Alors, peut-être un mot, une troisième remarque que je veux faire, c'est ce qui se passe le long de la ligne de transition du premier ordre. Donc, il y a cette ligne ici. Supposons que je me déplace le long, je varie ρA de cette manière. Si je varie ρA et que je regarde la densité à l'intérieur du système, donc la densité en un point X dans l'état stationnaire, j'ai attendu très longtemps en fonction de ρA. Donc, je me place à un endroit de mon système,
et je varie la densité d'un des réservoirs, ce que je vais observer, c'est que la densité va faire quelque chose comme ça. Quand je vais atteindre la valeur 1 moins ρA moins ρB, elle va sauter. Bon. Et la région sur laquelle ça va sauter, eh bien, elle va être microscopique, c'est-à-dire quand la taille du système est grande, je vais avoir quelque chose qui est discontinu. C'est vraiment une transition du premier ordre. Alors, quand on est le long de cette transition du premier ordre, on peut se demander à quoi ressemble le système. Alors, c'est là qu'il faut des outils un petit peu plus sophistiqués. Quand on est le long de la transition du premier ordre. Alors, a priori, ce genre de problème, c'est un système de particules en interaction et, comme on l'avait déjà vu, c'est quelque chose de difficile. Par exemple, si je reprends le problème du TACEP et que j'introduis des variables binaires qui disent 1 si le site est occupé, si le site I est occupé, et 0 s'il est vide, on a vu qu'on peut écrire l'évolution de l'occupation d'un site de la manière suivante, tau i-1, 1 moins tau i, moins tau i, 1 moins tau i plus 1. Donc ça, c'est juste d'écrire que ce qui va varier l'occupation du site I, c'est ce qui rentre en venant de la gauche. Quel est le flux qui vient de la gauche? C'est pour qu'il y ait eu un saut, qu'une particule arrive sur ce site, il fallait que le site avant soit occupé et que le site lui-même soit vide pour que tau i augmente. Et pour que tau i diminue, il fallait que le site soit occupé et que le site suivant soit vide. Donc ça, c'est une évolution. Et cette évolution, en fait, elle cache toute la difficulté de ce genre de problème, parce que vous voyez que si je veux calculer la fonction en un point, le profil, disons, la valeur moyenne de l'occupation, ça me fait appel à des corrélations à deux sites. Si j'écrivais l'équation pour les corrélations à deux sites, ça donnerait des corrélations plus compliquées, et ainsi de suite. Et donc, en fait, ça, c'est ce qu'on appelle... C'est un exemple de ce qu'on appelle un problème à n-corps, c'est-à-dire que dès que vous voulez avoir une corrélation, vous avez besoin de connaître toutes les autres. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Il y a des cas qui sont simples, pour lesquels on peut traiter toutes ces corrélations. On va le voir un peu tout à l'heure. C'est le cas de l'exclusion symétrique. Mais quand on ne sait pas faire, ce qu'on peut toujours essayer de faire, c'est ce qu'on appelle une théorie de champ moyen. Donc c'est une approximation. Et cette approximation, elle consiste à dire que... Cette approximation, elle consiste à négliger les corrélations, c'est-à-dire à se dire que ti-1, 1 moins ti, et on le remplace, c'est une approximation qui fait tau-i-1, 1 moins ti. Donc ça, c'est une approximation, et on peut essayer de déterminer le profil quand... on peut essayer de déterminer le profil quand on... J'avoue que je suis un peu... Je vous laisse rentrer, puis je reprendrai après. Bon. Donc, dans le cadre de cette approximation de champ moyen, on néglige les corrélations, on factorise les corrélations. À ce moment-là, on observe des équations fermées pour les tau i, donc on observe vraiment on peut calculer l'évolution. Quand on fait ça, je le signale, le calcul est facile. C'est une façon de voir que le calcul est facile, c'est que quand vous cherchez l'état stationnaire, dans l'état stationnaire,
ceci vaut 0. Quand vous êtes dans l'état stationnaire, ceci vaut 0. Et donc, ça veut dire que tau i moins 1 moins tau i, donc je fais l'approximation du champ moyen, c'est J, c'est indépendant de I. Puisque quand vous êtes dans le régime stationnaire, ces deux termes sont égaux, je fais l'approximation de champ moyen, et donc vous voyez que tau i moins 1 est relié à tau i avec un J qui est indépendant de I. Donc ça, c'est une transformation homographique. Alors pour ceux qui ont fait ça un petit peu dans leur jeunesse, c'est très facile d'itérer les fonctions homographiques et de calculer le profil. Et ce que donne le profil quand on est le long de cette ligne, eh bien, on trouve la chose suivante. On trouve que quand on est exactement à ρA égale 1 moins ρB, donc le long de la ligne de transition du premier ordre, ce que donne le champ moyen, c'est un profil qui se place exactement au milieu de mon échantillon et qui ne bouge pas. La réalité est autre. La réalité, qu'on peut calculer aussi par des techniques un peu plus avancées dont je vais parler dans un instant, la réalité, c'est que quand vous êtes le long de cette ligne, il y a un choc, mais ce choc se déplace. Donc il y a une certaine probabilité qui se trouve être uniforme de la position de ce choc. Alors comment ça se voit? La première chose, c'est que, donc c'est un calcul qu'on peut faire à partir des éléments que je donnerai tout à l'heure, c'est comment on peut savoir que le choc, qu'on a une superposition. Eh bien déjà, si on calcule, donc ça c'est le champ moyen. Donc le champ moyen, il va me dire que tau i, essentiellement, il vaut ρA pour i plus petit que L sur 2 et ρB pour i plus grand que L sur 2. Avec un petit raccordement entre les deux, mais un raccordement microscopique. La réalité, si je fais le vrai calcul, je trouve que tau i, il vaut ρB fois x plus 1 moins ρB, plus ρA fois 1 moins x, où x, c'est égal à i sur L. Donc en fait, si je fais le vrai calcul, ça me donne une idée un peu fausse. Ça me dit que le profil, il est linéaire comme ça. Ce qui est en fait possible si je considère qu'il y a un choc et que ce choc se déplace avec le long de cette ligne. Mais comment je peux m'assurer qu'il y a un choc? Quand on fait le vrai calcul, qui n'est pas le calcul de champ moyen, si on essaye de calculer tau i plus 1 tau i, eh bien, on trouve que ça vaut ρA carré x plus attendez, là j'ai dit une bêtise. ρB carré x plus ρA carré à moins x. Donc en fait, ça confirme cette image qu'il y a deux phases, ρA et ρB, qui a une espèce de superposition en mettant le choc à une position quelconque. Donc on peut calculer toutes les corrélations, si vous voulez, quand on a les outils pour le faire, et on se rend compte que l'image du champ moyen avec un choc qui est localisé au milieu n'est pas la bonne. Bon. Donc ça c'est pour... donc ça vous donne une idée de ce diagramme de phase. Et encore une fois, ce diagramme de phase se généralise facilement dès qu'on connaît la fonction J de ρ. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est vous parler des méthodes exactes qui permettent de traiter ce problème. Essentiellement, je vais utiliser ce qu'on appelle la méthode matricielle. Mais pour le faire, c'est une méthode qui est issue de la physique quantique, de la théorie des chaînes de spin. Et donc, je vais essayer de vous montrer comment ces problèmes d'exclusion sont reliés à des problèmes quantiques, en quoi ils sont semblables et en quoi ils sont différents. Alors donc,
lien avec les chaînes de spin quantique. Alors, je vais penser au problème d'exclusion, mais dans un cas extrêmement simple où il y a deux sites. Imaginons que j'ai deux sites, le site I et le site I+1. Maintenant, si je suis avec le modèle d'exclusion, eh bien, il y a quatre états possibles pour ces deux sites. Soit les quatre sont occupés, je veux dire qu'il y a 1, soit il y a le site de gauche occupé et celui d'à côté vide, 0, 1, ou bien les quatre sites sont vides, 0, 0. Voilà. Et maintenant, on a vu, quand on se préoccupe juste de ce petit lien, c'est très facile d'écrire l'évolution des probabilités de ces quatre états. Donc, D2, la probabilité de 0, 0 sur dt égale 0. Peut-être j'aurais dû mettre 1, 1. Enfin, là, si tout est vide, rien ne peut sauter. De la même façon, d de p de 1, 1 sur dt, alors je vais peut-être les écrire à la file, d de p de 1, 1 sur dt égale 0, il ne se passe rien. d de p de 1, 0 sur dt, si je suis dans l'état 1, 0, eh bien, j'ai des chances que ma probabilité diminue parce que la particule va sauter, je vais me trouver dans un autre état. Donc c'est moins P de 1 et de 0, et D de P de 0 et de 1 sur dt, c'est plus P de 1 et de 0. La chose importante, que si ici j'ai 0, 1, enfin importante, 0, 1, et là j'ai 1, 0. Qu'est-ce qui fait que la probabilité d'être dans l'état 0, 1 augmente? C'est que j'ai sauté, la particule qui était dans l'état 1, 0 a sauté et je suis passé dans l'état 0. Donc ça, c'est très facile pour ce lien. Et maintenant, on va l'écrire sous la forme que les physiciens aiment, c'est-à-dire avec les notations de la physique quantique. C'est-à-dire, je vais dire, je vais introduire un vecteur. D'habitude, c'est une fonction d'onde, appelons ça un vecteur, dont les composantes sont P de 0, 0, donc, dont les composantes, c'est un vecteur dont les composantes sont les probabilités de chacun de ces états. Donc P0, alors attendez, 1, 0, 1, 0, etc. Donc c'est juste se dire, je ne sais pas si c'est la peine que j'écrive les quatre, hein, donc j'ai l'état 0, 0, 1, 0, etc. Hein, donc c'est juste une façon de dire, j'ai un vecteur dont les composantes sont ces probabilités, et je travaille avec ce vecteur, et une façon d'écrire la base de ce vecteur qui a quatre composantes, c'est de dire, voilà, une base c'est 0, 0, 1, 0, 0, 1, etc. Alors, c'est commode dans ce contexte d'introduire les matrices de Pauli. Donc, les matrices de Pauli, c'est introduire la matrice S+, qui a comme effet, quand elle agit sur un état de type 0, elle donne 1. Alors S+ agissant sur 0, c'est 1. S+ agissant sur 1, c'est 0. Ce n'est pas un vecteur, c'est un nombre, c'est le vecteur 0. D'accord ? De la même façon, vous allez avoir S... vous allez avoir S- agissant sur 0, ça va donner 0, et S- agissant sur 1, ça va être 0. Hein, donc c'est vraiment les matrices de Pauli et la dernière propriété dont on a besoin. Hein, donc enfin, pour ceux qui n'ont jamais fait de physique quantique, c'est des notations qui paraissent un peu bizarres, mais autrement, ceux qui en ont fait un peu, ça leur rappelle sûrement des choses. Et il va y avoir Sz égale 1, et Sz sur l'état 0 est égal à moins 1. Voilà, donc j'ai des opérateurs qui vont me passer d'un élément de la base à un autre élément de la base, et je vous laisse
vérifier qu'avec ces règles, eh bien, d psi sur dt, voilà, donc c'est juste une façon de réécrire ce qui est écrit ici. Ça s'écrit SI moins SI plus 1 plus SI Z SI plus 1 Z moins SI Z plus S plus 1 Z moins 1 sur 4. Et tout ça multiplié par psi. Hein, donc, ce que je viens d'écrire, ça n'est rien d'autre que de réécrire ces formules qui sont là. C'est rien de plus, rien de moins. C'est-à-dire vous pouvez regarder l'action sur l'état psi et vous allez voir que composante par composante, ça réécrit ces formules qui sont là. Donc ça, c'est quand on regarde un lien entre le site I et le site I plus 1. Si on mettait beaucoup de liens, supposons qu'on prenne par exemple le système sur un cercle, eh bien, je vais trouver que d psi sur dt égale h fois psi, où h, ça va être somme sur i de SI moins SI plus 1 plus SIZ SI plus 1 Z moins 1 sur 4. Pourquoi? Parce que les termes SIZ et SI plus 1 Z, il va y avoir une somme télescopique qui vont disparaître. Et donc ça, eh bien, ça, quelqu'un qui ne s'intéresse pas à l'exclusion symétrique, mais qui a des habitudes en physique quantique, il dit, voilà, on a une équation de Schrödinger, l'hamiltonien s'écrit en termes de matrice de Pauli, et donc on peut essayer de faire de la mécanique quantique avec ça. Donc essayer d'utiliser les outils de la physique quantique. Donc ça, c'est le lien qui existe. Alors, à ce stade, il y a deux remarques. On a vraiment transformé le problème du TACEP en un problème de chaîne de spin quantique, mais il y a des choses qui sont un peu différentes par rapport au cas quantique. La première chose, c'est que le H, il n'est pas hermitien. Donc, il n'est pas hermitien, ça se comprend relativement bien parce que le système est hors d'équilibre. Donc, on se retrouve avec quelque chose qui n'est pas hermitien. C'est l'opérateur qui est ici, SI moins SI plus 1 plus, qui n'est pas hermitien. Si je lui rajoutais SI plus 1 moins, il le deviendrait. Mais dans le cas présent, ça n'y est pas. Et donc, il n'est pas hermitien. Donc, il faut faire attention avec la façon dont on va, même ne serait-ce que les valeurs propres ne vont pas être toutes réelles de l'hamiltonien H. Enfin, il y a différentes choses qui peuvent se produire. Mais la deuxième chose qui est très importante, c'est que ici, en moyenne, en utilisant psi. Alors qu'en physique quantique, en moyenne avec psi carré. Dans l'exemple que j'ai donné, là, où il y a deux sites, donc imaginons que j'ai deux sites, dans l'exemple où j'ai deux sites, donc j'ai une fonction d'onde qui serait de la forme psi 0, 0, 0, 0, bon, enfin, donc j'avais ces formules, etc., plus psi 1, 1, 1, 1. Ah, bon, s'il y avait plus de spin, s'il y avait plus de sites, l'écriture serait plus longue, mais ça serait pareil. Bon, ici, la normalisation, c'est des probabilités
je vais avoir psi0 plus psi10 plus psi01 plus psi11 égale 1. En physique quantique, on aurait les carrés. Ce serait la probabilité de chaque état, ce serait les carrés. Donc, ça veut dire que c'est un problème qui ressemble beaucoup à la physique quantique, où il y a des tas d'outils qui ont été développés dans le cadre des chaînes de spin quantique qui peuvent être utilisées, mais que de temps en temps, quand on va vouloir calculer certaines propriétés précises, eh bien, ça ne va pas être le même type de moyenne qu'il va falloir faire. Donc, si je m'intéresse, par exemple, aux valeurs propres de l'hamiltonien, les valeurs propres de l'hamiltonien d'une chaîne de spin quantique ou les états propres d'un hamiltonien quantique, c'est la même chose. Mais si je veux calculer l'occupation d'un site, par exemple, ça ne va pas être la même chose parce qu'en physique quantique, il faut prendre le carré de la fonction d'onde. Bon, alors, ceci dit, il y a eu un certain nombre de travaux auxquels on a participé avec Vincent Hakim, Vincent Pasquier et Martin Evans dans les années 90, qui ont essayé d'utiliser ces idées de la théorie des chaînes de spin quantique et qui ont permis de résoudre des modèles comme le TACEP. Donc ça porte le nom de la méthode matricielle, et il se trouve que cette méthode matricielle, qui a été au départ inventée pour les chaînes de spin quantique, eh bien, elle est plus facile à mettre en œuvre pour les problèmes comme l'exclusion asymétrique, par exemple, pour la simple raison que les fonctions d'onde vont se ressembler, mais qu'il n'y aura pas à se préoccuper de prendre le carré de la fonction d'onde, qui en soi complique beaucoup le calcul. Donc je vais parler de cette méthode matricielle. La méthode matricielle, elle provient, je donnerai des références dans les notes, de la théorie des chaînes de spin quantique. Et elle est beaucoup utilisée pour faire des calculs sur ces chaînes de spin quantique, en particulier dans ce qu'on appelle, alors je ne sais pas si je vais en parler un peu plus tard, non, je crois que je ne vais pas en parler un peu plus tard, donc je prononce le mot ici, c'est la densité, la renormalisation. Donc ça c'est DMRG, c'est pour Density Matrix Renormalization Group. Donc c'est beaucoup utilisé actuellement. Alors, je ne vais pas parler des problèmes quantiques ici. Peut-être que dans un cours des années suivantes, je parlerai de cette méthode plus en détail. Mais aujourd'hui, je vais juste essayer de vous montrer comment on peut faire des calculs sur le TACEP. Comment on peut faire des calculs sur le TACEP par cette méthode matricielle. Donc, je vous rappelle le TACEP. Ça va être un système ouvert. Les particules avancent et elles ont cette propriété d'exclusion. Et on va se placer dans un système, pour un système de taille L. Et il faut dire comment on connecte le système au réservoir. Et donc, des particules peuvent entrer à gauche avec un certain taux alpha et peuvent sortir avec un certain taux bêta. Maintenant, a priori, le système est un processus de Markov, donc on peut écrire d de la probabilité de trouver le système dans une configuration C égale somme sur C' de M de CC'. C', donc ça va donner une évolution markovienne. La difficulté dans ce problème, c'est que le nombre de configurations possibles, c'est 2 puissance L. Donc dès que la taille du système excède quelques unités,
eh bien, le vecteur ici va être tellement grand qu'on ne peut pas résoudre le problème. On peut résoudre le problème à la main quand il y a 1, 2, 3, etc. Après, avec des ordinateurs, on peut aller jusqu'à 20 ou 25, et après, on ne peut plus le faire. Alors, la méthode matricielle, elle permet de calculer l'état stationnaire. L'état stationnaire, c'est-à-dire je laisse évoluer très longtemps, et ici, je vais avoir 0. Ça va me donner l'état stationnaire pour un L quelconque. Alors, l'idée de la méthode matricielle, c'est de... En fait, on pourrait appeler ça un ansatz, ou a priori, ça pourrait apparaître comme une approximation, mais en fait, il se trouve que cette approximation est exacte. Donc, c'est de dire que la probabilité d'observer une configuration dans l'état stationnaire, elle va être donnée par l'élément de matrice d'un produit de matrice. Donc, elle va être donnée par... Alors ici, je vais l'écrire comme ça. Rho A, x1, x2, xl, rho B, divisé par une normalisation zl, où ce que je vais prendre, c'est que les matrices x1, xl vont dépendre de la configuration, et donc la matrice xi, elle vaut d si tau i égale 1, c'est-à-dire si le site est occupé, et E si tau i égale 0. Donc, d'une certaine manière, j'ai deux matrices à ma disposition, et pour calculer la probabilité d'une configuration, je regarde ma configuration de gauche à droite, par exemple celle qui est écrite ici, eh bien, il y a trois sites vides, donc je vais avoir E, 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 ça va faire E cube, il y a deux sites occupés, D carré, il y a un site vide, E, il y a un site occupé, D, deux sites vides, E2, un site occupé, D. Je calcule l'élément de matrice, un certain élément de matrice, je vais vous dire ce que sont les vecteurs des bords, et ça me donne la probabilité de la configuration. Donc, à ma disposition, j'ai deux matrices et deux vecteurs, ρ A et ρ B. Et en fait, pour relier le ρ A à alpha et à ρ A, ça va être alpha, et ρ B, ça va être 1 moins bêta. Disons, si bêta vaut 0, ça veut dire que dans le réservoir, il est complètement plein, je ne peux plus rentrer. Donc, si la densité dans le réservoir est 1, disons, on ne peut plus sauter dans le réservoir. Donc, ça me donne le lien entre ρ A et ρ B. Alors, la chose qu'on avait montrée, c'est la chose suivante, c'est que si on choisit convenablement les matrices DE et les vecteurs ρ A et ρ B, alors on a l'état stationnaire du système. Alors, comment ça fonctionne? Alors, pour les choisir convenablement, eh bien, il faut qu'ils satisfassent certaines relations. Et donc, les relations en question, elles s'écrivaient de la manière suivante. Donc, je les écris, c'est DE égale D plus E, D ρ B égale 1 moins ρ B, c'est-à-dire 1 sur bêta ρ B, et ρ A fois E, c'est égal à 1 sur ρ A fois ρ A, c'est-à-dire 1 sur alpha ρ A. Donc ce qu'on avait montré, je vais essayer de vous en convaincre, c'est que si vous vous donnez deux matrices, DE et des vecteurs ρ A et ρ B qui satisfont ces règles algébriques, c'est même pas sûr au départ qu'on puisse en trouver, mais bon, supposons qu'on puisse en trouver, alors on a l'état stationnaire du système pour une taille quelconque. Alors pour le voir, bien, on peut le démontrer, mais je vais essayer juste de vous en convaincre d'une manière simple en prenant un exemple.
prendre un exemple. Imaginons que je prenne une configuration particulière qui a cette forme-là. Tous les sites sont occupés à gauche, et puis tous les sites sont vides à partir d'un certain moment. Donc imaginons que j'ai M sites occupés et N sites vides derrière. C'est une configuration particulière. Je vais faire un petit calcul pour cette configuration, et ce même calcul il s'étend sans difficulté à n'importe quelle configuration. Donc je fais ce petit calcul. Quel est le poids de cette configuration? Bien, c'est ρA D puissance M, il y a M sites occupés, E puissance N fois ρB. Et maintenant, je me préoccupe de cette configuration. Je voudrais savoir si les poids que j'ai écrits à droite sont bien les poids stationnaires. Donc, j'ai cette configuration particulière. Quand j'y suis, je peux en sortir. Et finalement, si vous réfléchissez, la seule façon d'en sortir, c'est que la première particule ici saute vers la droite. La première particule saute. Toutes les autres sont bloquées. Donc, ça va me faire diminuer la probabilité de cette configuration. Et donc, pendant dt, je vais perdre dt fois, il y a 1 sur z, là, fois la probabilité de cette configuration. dm, en, ρb. Ça va être la perte. Maintenant, quand je suis dans cette configuration, je peux me dire comment j'ai pu y rentrer. Et j'ai pu y rentrer de deux manières possibles. Soit la particule qui est là est entrée. Donc je suis venu d'une configuration, le premier site était vide et une particule est entrée. Soit je suis venu d'une configuration où le dernier site ici était occupé et la particule est sortie. Alors donc le gain, pendant le temps dt, c'est dt fois la probabilité d'avoir été dans la configuration où il y avait un trou. Donc c'est E dm-1 en fois ρb, et puis fois alpha, la probabilité. Donc ça, c'est le gain parce qu'on est rentré, ou parce que la particule rouge à gauche est rentrée. Et puis, il y a un gain semblable à droite, plus dt. Une particule, j'étais dans la configuration où le dernier site était occupé, et la particule est sortie, donc ça fait dm E n-1 fois d fois ρb. Et donc, pour être dans l'état stationnaire, il faut que le gain équilibre les pertes. Alors, le gain équilibre les pertes. Vous voyez que alpha fois E fois ρA, c'est ρA. Donc, je peux enlever ce truc-là. Alpha et le E, ça se simplifie. Bêta fois D fois ρB, c'est pareil que ρB tout seul. Donc, je peux simplifier là. Et maintenant, ici, j'ai dm E puissance n, et le dm E puissance n, c'est égal à dm-1 de fois E puissance n-1. Et maintenant, de, ça s'écrit d plus e. Et donc, ce terme-là va me donner deux termes qui vont être justement ce qu'il faut pour tuer les deux autres termes. Et donc ça me dit que je suis dans l'état stationnaire. Donc ça permet de calculer tous les états que l'on veut. Alors, le poids de tous les états que l'on veut. Et en particulier, ça permet de calculer les profils de densité ou bien le courant. Alors, je vais essayer d'indiquer comment on calcule ces choses. Donc, supposons que j'ai mon système qui est dessiné là-bas. Donc, des particules rentrent avec ρA, ρB. Et maintenant, je voudrais calculer la densité moyenne dans l'état stationnaire du site I. Donc, ça veut dire que je veux sommer sur
tous les poids de toutes les configurations où le site I est occupé. Donc, quand je vais essayer de calculer l'occupation du site I, toutes les configurations où le site I est occupé ont une matrice D à la position I. Et puis après, je me fiche de ce qui se passe sur les autres sites. Donc sur les autres sites, c'est soit occupé, soit vide. Donc sur les sites qui sont à gauche, je vais avoir D plus E à la puissance I moins 1. Sur les sites qui sont à droite, je vais avoir D plus E à la puissance L moins I. Et puis ρ A, ρ B. Donc ça va me donner, puis il y a la normalisation, ça va me donner l'occupation moyenne du site I. Donc j'ai juste à manipuler ces matrices et il faut que je calcule des choses comme ça. Si je veux calculer le courant, qui est la quantité en fait la plus simple à calculer, le courant, c'est si je suis entre le site I et le site I plus 1, ça mesure chaque fois qu'une particule saute du site I au site I plus 1, donc c'est tau I, 1 moins tau I plus 1. Bon, donc ça veut dire que je vais avoir un D à la position I, un E à la position I plus 1, et puis tout le reste, je m'en fiche. Donc ça me fait D plus E puissance L moins I moins 1, et D plus E à la puissance I moins 1, et ρ A, ρ B, divisé par Z. Donc ça va me donner le courant. Et si vous regardez bien, j'ai une relation entre ces deux matrices, ces deux opérateurs, qui est que DE, c'est D plus E. Donc en fait, je peux simplifier ici, et donc ça me donne ρ A D plus E puissance L moins 1 ρ B. Donc je trouve un courant qui ne dépend pas de la position. Bon, c'est normal que le courant ne dépende pas de la position, je suis dans un régime stationnaire. Donc je me place à n'importe quel endroit, il y a un certain courant, et si je me place à un autre endroit, dans le régime stationnaire, le courant sera le même. On le trouve ici. Si vous pensez à ce que vaut la normalisation, c'est simplement de sommer les poids de toutes les configurations. Donc en fait, la normalisation s'écrit ceci à la puissance L, donc c'est D plus E à la puissance L moins 1, ρ B, divisé par D plus E à la puissance L. Donc là, je vais avoir le courant, et je n'ai fait aucune approximation. Alors maintenant, comment on peut faire des calculs avec ça ? Donc, a priori, cette quantité contient tout le diagramme de phase, la transition du premier ordre, la transition du deuxième ordre, etc. Tout est dans cette expression. Et juste, je voudrais vous dire que, en fait, ces expressions-là sont assez simples. Je vais les écrire. Bon, en fait, elles sont assez simples. C'est une ligne d'écriture. Et je vais essayer d'expliquer comment on les obtient. Donc, je vais essayer d'écrire la formule pour une de ces expressions. Vous voyez qu'en fait, c'est la même. C'est juste décalé de 1. Une fois que j'ai une expression, je décale L de 1 et ça me donne le résultat. Et j'écris la formule juste pour vous montrer que c'est quand même des choses qui sont assez simples. Donc, ρ A D plus E à la puissance L ρ B sur ρ A ρ B, bien c'est égal à une somme de M égale 1 à L. L est la taille du système. M, 2L moins 1 moins M factoriel sur L factoriel, L moins M factoriel. J'espère que je ne me suis pas trompé. De toute façon, dans les notes, j'essaierai de faire le plus attention possible pour ne pas me tromper. Voilà. Donc, en fait, on a une expression qui, compte tenu du fait qu'on observe des transitions du second ordre, du premier ordre, des effets qui ne sont pas des effets de champ moyen, est quand même relativement simple. Et qu'est-ce qui fait qu'on se trouve dans une phase ou dans une autre ?
eh bien, ça va être le fait que quand L est grand, quels sont les termes qui vont dominer là-dedans. Alors ça peut être les termes où M est proche de L et ce terme-là est plus grand que celui-là, ou bien il y a une compétition donc, entre le 1 sur ρA et le 1 sur 1 moins ρB, de savoir lequel des deux l'emporte. Là, c'est là qu'interviennent les transitions du premier ordre. Et puis, il y a une autre situation, c'est est-ce que c'est plutôt le début de la série qui compte, qui domine, ou la fin de la série. Enfin, toujours est-il que c'est juste un peu d'analyse de cette somme pour L grand qui permet de comprendre tout le diagramme de phase. Alors, ce que je vais essayer d'expliquer rapidement, c'est comment ce type de calcul peut être fait. C'est relativement facile, c'est un peu d'algèbre élémentaire. C'est, après tout, ce que je vais avoir à calculer, c'est, si je veux les poids des configurations, je vais avoir à calculer des choses du genre ρA, D puissance 3, 2, D5, etc. 2, ρB. Voilà. Typiquement, je voudrais calculer le poids d'une configuration, je vais avoir à faire ça. Alors, il y a des configurations pour lesquelles c'est très facile. Les configurations qui sont tous les E à gauche, N, D, M, comme ρB est vecteur propre de D et ρA est vecteur propre de E, il suffit de lire là-bas et ça va donner 1 moins ρB à la puissance M, 1 sur ρA à la puissance N. Donc là ces configurations, c'est gratuit. Et toutes les autres, eh bien, ce n'est pas si difficile que ça parce que chaque fois que j'ai un D devant un E, ça simplifie. Donc, quand j'ai D, ça simplifie dans le sens où je vais pouvoir pousser tous les D vers la droite et tous les E vers la gauche. Quand j'ai DE, chaque fois que j'ai un DE, je peux dire que je remplace ça par D plus E. Et je fais ça ainsi de suite tant que j'ai encore des DE. Quand je n'ai plus nulle part un produit DE, je sais calculer. Et tant que j'en ai un, je peux simplifier. Et donc, en faisant ça, et en s'entraînant un peu, ce qu'on a fait pendant quelques années, eh bien, on arrive à tout calculer. Bon, alors, je reviens... Oui, en fait... Je reviens sur ce que je disais, enfin, je l'ai mentionné très rapidement, que chercher les fonctions d'onde sous la forme de produits de matrice, ça a beaucoup été utilisé pour les chaînes de spin quantique. Ça permet d'en résoudre un certain nombre, mais ça permet aussi de trouver une approximation pour les chaînes de spin quantique qu'on ne sait pas résoudre. Donc je vous rappelle, il y avait cette idée qu'on cherche, dans notre cas, la probabilité d'observer une configuration, on l'écrivait sous la forme un vecteur et puis un produit de matrice. Et on avait deux matrices à notre disposition. Bon. Quand on a une chaîne de spin quantique, on va avoir l'amplitude psi de l'état où le premier site est plus 1, le deuxième site est plus 1, etc., moins 1. On va avoir une fonction d'onde, et puis les composantes de cette fonction d'onde, il va y avoir une composante pour chaque valeur du spin qui vaut plus 1 ou moins 1. Si on prend des spins à demi ou 1, et on peut essayer de chercher les composantes de la fonction d'onde sous cette forme. Et parfois, ça ne résout pas complètement l'hamiltonien, c'est-à-dire que le miracle qu'on avait ici, que ça soit un état propre de l'hamiltonien, ne marche pas. Mais on peut toujours considérer ça comme une méthode variationnelle. Donc on se donne une matrice pour les spins plus, une autre matrice pour les spins moins.
on fait un produit matriciel et donc on appelle ça une fonction d'essai et on utilise ce qu'on appelle en physique quantique enfin, le principe de Rayleigh-Ritz et ça permet d'avoir une approximation de meilleur en meilleur de l'état fondamental, par exemple. Et ça, c'est ce qui est utilisé dans ce density matrix renormalization. Bon, alors, pendant le temps qui me reste, il y a deux généralisations de cette méthode de matrice dont je veux parler. L'une qui a à voir avec plusieurs types de particules et l'autre qui a à voir avec les grandes déviations. Donc je vais parler de plusieurs types de particules et en fait je vais prendre un exemple qu'on peut résoudre et en fait pour lequel l'intuition est tout à fait évidente. Donc je vais prendre un exemple avec une particule de deuxième classe. J'imagine que maintenant j'ai un cercle. J'ai mes particules qui ont envie d'avancer, toutes dans la même direction. Et puis, à ce système, donc il va y avoir un certain nombre de particules, n, pour un système de taille L. Je lui rajoute ce qu'on peut penser être un camion. C'est-à-dire, j'ai mes particules, c'est un peu comme des voitures qui essayent d'avancer, qui avancent dans une certaine direction. Bon, là, c'est un circuit fermé, elles font le tour. Et puis, il y en a une qui est plus lente que les autres, qui est un camion. Et maintenant, je vais proposer la dynamique associée à ce système. Alors, bon, ce camion, il va plus lentement, donc il va ralentir les voitures. Et je vais donner comme règle qu'une voiture avance avec une probabilité dt, que le camion avance avec une probabilité alpha dt, et que une voiture double, entre guillemets, le camion, c'est-à-dire que quand il y a une voiture derrière le camion, ça s'échange. Alors ça n'a rien d'essentiel, ça a juste d'essentiel que quand on veut faire la solution avec le produit matriciel, c'est comme ça que ça marche. Si vous preniez que la voiture saute au-dessus du camion, la méthode matricielle ne marcherait pas. Mais sinon, ce qu'on peut calculer par la méthode matricielle va être des propriétés qui vont être vraies de manière générale, même si ce n'est pas un modèle d'exclusion. Et je pense que si on faisait ça avec des vraies voitures, ça se produirait également. Alors, il se trouve que si on prend ce système, on peut se dire on laisse le système évoluer pendant très longtemps. Quel est l'état stationnaire? L'état stationnaire, ça va être trace de x1, xl. Et maintenant, comme il y a trois types de sites, xi égale d si i est occupé, xi égale e si i est vide, et puis il y a une troisième matrice, et si c'est le camion, si j'ai la particule rouge, elle va être représentée par une troisième matrice. Alors ce qu'on peut montrer, c'est que si ces matrices vérifient certaines règles, qui vont être très simples, DE égale D plus E, DA égale 1 sur... Attendez, elles sont très simples, je ne m'en souviens jamais. 1 sur bêta A, AE égale 1 sur alpha E, bon, peu importe la chose précise, eh bien ça c'est l'état stationnaire. Je peux calculer l'état stationnaire, je peux calculer tout ce que je veux à partir de là, et une des choses que je peux obtenir, qui est quand même assez étonnante, c'est la chose suivante, c'est que je peux calculer quelle est la vitesse du camion. Donc j'appelle ça V du camion en fonction de la densité de particules. Donc j'ai mon camion sur cette route et puis j'ai rajouté un certain nombre de voitures là-dedans, et puis je laisse évoluer et je regarde quelle est sa vitesse. Et sa vitesse, c'est pas très surprenant, elle va décroître quand j'augmente la densité de particules, mais
ce qui va se passer, c'est qu'elle va décroître, et à un moment, quand la taille du système est grande, je vais observer un palier. Elle va être constante pendant d'une certaine densité ρ1 à une certaine densité ρ2. Donc le camion va avancer à une vitesse qui est totalement indépendante du nombre de particules sur le cercle. À ceci près, enfin, bon, et donc qu'est-ce qui change dans le système? Qu'est-ce qui se passe dans cette région? Bon, déjà, pour les physiciens, ça rappelle beaucoup le diagramme pression-volume d'un fluide. Qu'est-ce qui se passe dans cette région? Eh bien, il y a une coexistence. Il y a une coexistence. J'ai mon camion. Alors, si j'essaye de dessiner la densité de particules dans l'état stationnaire en fonction de la position, si mon camion se trouve là, eh bien, derrière lui, il y a une certaine densité de particules. Devant lui, il y a une autre densité de particules. Et d'une certaine manière, ce qui se passe, on est sur un cercle, ces choses-là se raccordent. Donc, ce qui se passe, c'est que mon camion avance à une vitesse V2. Il y a un embouteillage macroscopique. Si la taille du système est très grande, il y a un embouteillage macroscopique derrière. Et puis, devant, il y a une région fluide qui est également macroscopique. Et si je rajoute des particules dans le système, eh bien, ça va rallonger l'embouteillage qui est derrière. Mais le camion, lui, il avance toujours à la même vitesse. Lui, il voit que devant, c'est relativement fluide et que derrière, c'est encombré. Et comme ces tailles sont macroscopiques, eh bien, pour lui, ça ne change absolument rien. Alors, ça ne change rien quand le système est macroscopique, c'est-à-dire est très grand. Évidemment, si le système n'est pas très grand, eh bien, en fait, ce palier, qu'on peut appeler un palier de Maxwell, il va un peu s'arrondir. Et donc, on retrouve exactement tout ce à quoi on s'attend pour le diagramme qui est le diagramme habituel pour un fluide, pression en fonction du volume. Quand on prend un gaz, on a ce qu'on appelle le palier de Maxwell, et c'est quelque chose de tout à fait semblable. La différence en est, qui n'est pas totalement négligeable, c'est que les formules qui sont ici sont des sommes, une somme simple, un peu comme je vous ai écrit tout à l'heure, ou une somme double. Donc en fait, on peut tout analyser, regarder comment ça s'arrondit, etc. Alors que si vous prenez un fluide à 3 dimensions, sortir cette courbe, ce n'est pas une chose absolument facile. On est obligé de faire ou des approximations, ou disons à 3 dimensions, on ne sait pas avoir ça de manière exacte. On sait faire des approximations qui vont le donner, mais on ne sait pas faire ça de manière exacte. Alors, ça, c'est un des résultats, donc, un des exemples, si vous voulez, où on peut utiliser cette méthode matricielle pour traiter un système avec plusieurs types de particules. Un autre exemple, je vais juste mentionner les résultats que l'on peut obtenir. Enfin, il y a deux autres exemples que je veux mentionner rapidement. Dans la dernière séance, on avait vu que si on part avec une certaine densité ρ+ et une densité ρ- de particules, qu'on laisse le système évoluer, il va se créer un choc. L'équation de Burgers dit qu'au bout d'un temps fini, il y a une discontinuité de densité, mais ce choc, eh bien, à l'échelle microscopique, il y a des sites qui sont occupés et d'autres sites qui sont vides. Et donc, ce que je vous avais dit la dernière fois, c'est qu'une façon de localiser le choc est d'introduire une particule de deuxième classe, ou plusieurs particules de deuxième classe, et ces particules vont se localiser près du choc, et donc on peut se demander, quand on est dans le repère de cette particule de deuxième classe, qui est en train de bouger, tout ça bouge, qu'est-ce que je vois? Et donc, par ce genre de méthode matricielle, on peut calculer le profil vu de la particule de deuxième classe qui donne accès à la forme du choc au niveau microscopique. Donc ça, c'est
quelque chose qu'on peut faire. Hein. J'écrirai peut-être les formules dans les notes, elles sont pas très compliquées. Une autre propriété aussi, juste à propos de ces particules de deuxième classe, c'est que même quand on a une densité constante, on a un système avec une densité constante de particules, et on insère dedans, disons, 2 particules de deuxième classe. Donc je vous rappelle que ce qu'on avait vu la dernière fois, c'est que les particules de deuxième classe, s'il y a une densité ρ, elles se déplacent à une vitesse qui était 1 moins 2 ρ. Elles bougent comme le choc. Quand il y a un choc, elles avanceraient à la vitesse 1 moins ρ plus, moins ρ moins. Quand il n'y a pas de choc, les deux densités des deux côtés sont les mêmes, donc elles avancent avec une vitesse 1 moins 2 ρ. Maintenant, supposons que j'en mette 2. Les deux vont se déplacer avec la même vitesse. Je peux me poser la question de quelle est la distance qui les sépare. Encore une fois, pour cette méthode matricielle, on peut le calculer. Et on trouve quelque chose d'un peu surprenant, c'est que la probabilité de les trouver à une distance r se comporte en r puissance 3,5. C'est-à-dire que c'est comme un état lié, mais un état faiblement lié. Disons, la probabilité de les trouver à une certaine distance ne décroît pas exponentiellement, décroît comme une loi de puissance qu'on peut calculer. On peut dire quels sont les coefficients en fonction de ρ, sans difficulté. Donc tout ça, c'est des petites choses qu'on peut faire par cette méthode matricielle. Mais la chose sur laquelle je voudrais terminer, c'est des choses un peu plus sophistiquées, c'est d'essayer de comprendre à la fois les fluctuations et les grandes déviations, la façon dont on peut les obtenir à partir de cette méthode matricielle. Donc je vais essayer d'expliquer, donner la façon dont on peut calculer fluctuations et grandes déviations à partir de cette méthode. Alors, ce que j'ai essayé de dire, c'est que on peut tout calculer dans cette histoire sans avoir à dire précisément ce que sont ces matrices. Je vous ai dit, voilà, j'ai un produit de D et de E, et puis chaque fois qu'il y a un D devant un E, je peux simplifier, je réduis comme ça jusqu'à ce qu'au moment où j'arrive à trouver des expressions que je sais calculer. Donc je n'ai pas besoin du tout de savoir à quoi ressemblent les matrices, et donc il risque d'y avoir plusieurs représentations possibles. Donc je vais prendre un exemple un peu particulier, mais qui est en fait tout à fait générique. Je vais prendre le cas où ρA égale 1, ρB égale 0, donc c'est facile de rentrer, et c'est aussi facile de sortir de l'autre côté. Donc il y a un trafic comme ça. Et maintenant, on peut se dire, j'avais ces matrices qui devaient vérifier ceci égale D plus E, D ρA, maintenant ça va valoir ρA, E ρB, ça va valoir ρB, et je peux me dire, est-ce que je peux les construire, ces matrices? Et est-ce que si je les construis, je vais pouvoir en tirer parti? Alors, la réponse est oui, sinon j'en parlerai pas. Et on peut se convaincre que si on choisit comme matrice des matrices qui sont infinies, avec des 1 dans la diagonale et des 1 juste au-dessus de la diagonale, et puis une autre matrice E qui est juste la transposée, 1, 1, comme ça, bien, ça résout l'équation DE égale D plus E. Bon, pas très compliqué à faire, il y a juste un produit matriciel. Et puis, si on prend pour ρA le vecteur 1, 0, 0, c'est pour ça que j'ai choisi la densité 1, et pour le vecteur, ρA, c'est ρB, pardon. Et pour ρA, le vecteur 1, 0, 0, que des zéros, eh bien, ça vérifie cette algèbre. Donc, j'ai deux vecteurs, un vecteur 1, un autre vecteur 1, c'est matrice. Et la quantité
de base dont on a besoin dans tous ces problèmes, c'est déjà la normalisation. Donc quand je veux calculer la normalisation, hein, tout à l'heure je disais la probabilité d'une configuration, c'est ρA, x1, xl, ρB, et puis en bas je mettais un z, mais ce z c'est la somme de tous les poids de toutes les configurations, donc c'est ρA d plus e à la puissance L, ρB. Donc là, avant de commencer n'importe quel calcul, de toute façon, il va y avoir besoin de mettre cette normalisation au dénominateur. Donc c'est la première chose à calculer. Alors, si je regarde ce que veut dire D plus E, c'est une matrice qui a des 2 dans la diagonale, des 1 au-dessus et des 1 en dessous. Et donc cet élément de matrice, en fait, on peut se le représenter comme une somme sur tous les chemins de longueur L qui montent, qui font des choses horizontales, qui redescendent, qui remontent, etc. D plus E à la puissance L, il va y avoir soit je prends un élément qui me fait monter, soit un élément qui me fait descendre, soit le 2, je vais rester à la même hauteur. Donc je prends tous les chemins et je vais décider que la probabilité d'un chemin, donc je dessine tous les chemins qui partent de 1, qui arrivent en 1, avec W au site I qui doit être positif, plus grand ou égal à 1, et puis WI moins WI plus 1 égale 1. Donc si je dessine tous ces chemins et que je considère que le poids du chemin, c'est 2 puissance le nombre de fois où WI égale WI plus 1, ben, ça va me donner cette somme. Donc je veux sommer sur tous les chemins. Chaque fois qu'il y a une partie horizontale, ça veut dire que j'utilise le 2, je mets un poids 2. Chaque fois qu'il y a une partie pas horizontale, il y a un poids 1. Et donc voilà, je dessine tous les chemins qui ne passent pas, qui ne deviennent pas négatifs. Bon. Calculer tous ces chemins, la somme sur tous ces chemins, ou la probabilité qu'un chemin passe à un endroit ou à un autre, c'est des choses assez élémentaires. C'est-à-dire c'est vraiment des calculs de marche au hasard à une dimension, et on a des formules qui sont purement des termes de combinatoire. Donc je ne vais peut-être pas les écrire, mais ça va être un rapport de 2 ou 3 factoriels, moins un autre rapport de 2 ou 3 factoriels. Ça va me donner le poids de tous les chemins qui partent de 1, qui arrivent en 1. Et maintenant, comme je vous dis que tout ça, ça n'est que des marches aléatoires, eh bien, je peux très bien me poser la question, si je prends tous ces chemins, quelle est la probabilité que ces chemins passent à la position x à la hauteur hx et passent à la position y à la hauteur hy. Donc je veux prendre tous les chemins qui font ce qu'ils veulent, qui passent ici, qui font ce qu'ils veulent, qui passent ici et qui arrivent là. Ça, encore une fois, ça va être des facteurs combinatoires qui sont assez élémentaires et qu'on peut calculer sans difficulté. Alors, une fois que j'ai la probabilité de ces chemins, eh bien, la dernière étape pour revenir au système des particules, c'est que je regarde d'où je suis parti. Quand un chemin monte, la seule façon de monter, c'est d'avoir utilisé un dé. Donc chaque fois que le chemin a monté, il y avait une particule. Chaque fois que le chemin a descendu, il y avait un trou. Et les endroits qui sont horizontaux, ben, ça pouvait venir soit du D, soit du E. Donc ceux-là, il faut que je tire au hasard de savoir si c'est des particules ou des trous. Ça, c'est juste pour vous donner un peu une esquisse de la façon dont on peut calculer aussi bien les fluctuations que les grandes déviations pour ces systèmes. Et vous voyez que ce n'est pas du tout compliqué. C'est-à-dire il suffit de calculer les probabilités que des chemins passent par certains endroits. Par exemple, si je voulais calculer quelle est la probabilité d'avoir un certain nombre de particules dans cet intervalle, eh bien, je vais commencer par savoir
quelle est la probabilité d'avoir des chemins qui passent en HX et en HY. Et puis une fois que j'ai ces hauteurs, une fois que j'ai la probabilité de chacune de ces hauteurs, quelle est la probabilité que, étant donné ces hauteurs, il y ait un certain nombre de particules à l'intérieur. Et chaque fois, c'est juste un facteur combinatoire qui est relativement simple à obtenir. Et ça a permis de calculer ces fonctions de grande déviation, qui sont un résultat qui date des années 2000 et qui, à ma connaissance, n'a pas encore été retrouvé par les méthodes de la théorie KPZ. Et donc ça fait que ça reste quelque chose d'un peu ouvert de le comprendre autrement qu'en faisant un calcul explicite en dimension 1. Donc je vais m'arrêter là, je vous remercie. Pardon, avant de terminer, il y a un séminaire. Donc tout ça, c'est un peu dans les nuages, mais il y a un séminaire qui va nous ramener sur Terre, et c'est Cécile Appert, qui au départ a regardé ce genre de problème, mais qui depuis pas mal d'années s'est spécialisée dans vraiment faire des manips, accumuler des données pour essayer de voir quels sont les meilleurs modèles qu'on peut faire pour vraiment se pencher sur le trafic routier, piétonnier, intracellulaire. Donc je vous encourage beaucoup à assister à son exposé, qui va être peut-être moins technique que ce que j'ai raconté.